si tu veux vraiment scale très fort sur Meta, il faut quand même à un moment donné diversifier ce que tu proposes, surtout si ta gamme de produits répond à des problématiques qui sont différentes, tu vois. Le mois de septembre, c'était peut-être 400 créages. Elle, c'est Mélissa, Performance Manager chez Rhodes. Après avoir travaillé plusieurs années dans 2 agences différentes, Mélissa a rejoint l'aventure Rhodes quelques mois après notre création, et moins de 2 ans plus tard, elle fait partie de nos Performance Managers les plus seniors. Au quotidien, Mélissa pilote les budgets publicitaires de marques e-commerce, dont certaines qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et parmi ses clients, une marque se distingue particulièrement. En seulement 9 mois, cette marque est passée de 15-20 000 euros de dépenses publicitaires mensuelles à plus de 200 000 euros par mois sur Meta. Sa croissance est tout simplement exponentielle. On pense souvent que gérer un compte avec autant de budget, c'est une simple question de structure de campagne. La réalité, c'est que c'est un vrai travail d'orfèvre avec un besoin gigantesque en ressources. J'ai voulu recevoir Mélissa sur le podcast pour nous parler des coulisses de ce type de marque et nous donner des conseils sur comment gérer un compte Meta qui dépense plus de 2 millions d'euros par an. On a vu ensemble comment faire passer un compte de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200. 9 mois plus tard, on passe la barre des 200K sur le spend, Meta et autres canaux inclus. Quel volume de créa il faut produire à chaque étape et comment faire son testing. Comment casser les plafonds de verre successifs qui se présentent quand on scale un compte. Une créa fonctionne et tu décides de la passer dans ta campagne de scale. Si elle fonctionne déjà, la règle c'est vraiment de jamais cut ce qui fonctionne, quoi. Quelle structure de campagne adopter à ce niveau de dépense. Donc toutes les semaines on produit des itérations et des nouveaux concepts. Comment optimiser ce type de compte au quotidien. À ce moment-là, on se dit on va cleaner le compte, on va faire en sorte d'avoir une vision un petit peu plus claire. Et en parallèle, en fait, on fait un gros travail de créative stratégie. Ou encore comment intégrer les landing pages dans sa stratégie d'acquisition. Au cours de cet épisode, Mélissa a partagé tout un tas de conseils aussi intéressants qu'actionnables. Et même si je sais à quel point mes équipes sont solides sur les sujets d'acquisition et de e-commerce, je reconnais être régulièrement bluffé par leur niveau de compétence. Si vous dépensez sur Meta et que le e-commerce vous parle, alors cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Salut Mélissa. Salut Étienne. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bah écoute, très très bien, très content de te recevoir sur ce podcast. Depuis le temps que je voulais faire un petit épisode avec toi, notamment sur la partie méta, ça fait très plaisir. Mélissa, pour te présenter auprès de nos auditeurs ou auditrices également, tu es Performance Manager chez Rhodes depuis maintenant près de 1 an et demi. Ça paraît une éternité, mais à l'échelle de Rhodes, c'est également une éternité, parce que ça fait un peu moins de 2 ans qu'on existe. Avant de nous avoir rejoints, donc toi, tu as bossé dans plusieurs agences, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Et chez nous, du coup, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu ce que tu fais, mais tu vas nous en parler aussi, tu t'occupes de gérer plusieurs comptes, particulièrement e-commerce, et il y en a un dont on va parler aujourd'hui, qui a la spécificité de scaler très très fort, et notamment d'avoir une courbe de croissance qui est assez impressionnante, avec notamment des budgets qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros sur Meta, ce qui implique bien évidemment plein de problématiques et de complexité opérationnelle derrière, donc ça sera intéressant de creuser les coulisses. J'ai plein de questions, plein de choses à te demander, et plein de sujets que j'aimerais creuser, explorer avec toi. Mais ce que je te propose, c'est peut-être, avant de démarrer, de te laisser te présenter. Yes, carrément. Alors déjà, merci pour l'invite. C'est mon premier podcast en tant qu'invité. Donc trop cool d'être là. Donc je suis Mélissa, je suis chez Rhodes depuis 1 an et demi. Ça fait beaucoup. Je crois que je suis arrivée en août. On n'a pas encore atteint les 1 an et demi. Donc je suis PM et au quotidien, je gère un portefeuille de e-commerçants, de clients, mais majoritairement des e-commerçants. Et avant ça, j'ai eu 2 expériences en agence, il me semble. La première, c'était plutôt Market 360. Et la seconde, plutôt spécialisée Social Ads. Et c'est un peu comme ça que j'ai atterri chez Rhodes. Un peu parce que j'ai forcé aussi et que je crois que j'étais harcelée par message pour atterrir ici. Et voilà, très contente d'être là et puis hâte de répondre à tes questions. Je me souviens encore des petits messages LinkedIn que tu m'as envoyé qui avaient déclenché un call. Mais en vrai, t'as très bien fait parce que t'es arrivé pile au moment où on avait besoin de faire. Ouais, c'est clair. Et depuis, du coup, que du bonheur, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas trop l'objet de l'échange, mais tu peux nous parler un peu de ce que tu fais au quotidien. En gros, qu'est-ce que ça englobe ton métier de performance manager pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre, tu vois, vraiment toute l'étendue de ton métier.
Yes, carrément. Alors, pour la petite anecdote, à chaque fois qu'on me pose la question, je sais pas quoi répondre parce que je trouve que quand tu bosses en agence, tu as tellement de clients et tellement de sujets différents à traiter que les journées ne se ressemblent jamais. Mais au global, je pense qu'il y a une grande partie opérationnelle, gestion des comptes, optimisation, faire en sorte que les comptes tournent tout simplement. Mm. Ensuite, tu as une partie gestion de projet, l'idée étant de synchroniser un peu toutes les parties prenantes, tu vois, la partie créa, le client, la prod, etc. Et ensuite, tu as la gestion de la relation client. Donc, ça passe par... Moi, j'appelle ça donner du love à ses clients parce qu'en fait, on bosse avec des humains avant tout et pas que pour des marques. Et l'idée, c'est de créer un lien de confiance et ça passe par là. Et après, il y a une grosse partie, je trouve, dans ce qu'on fait de veille, de formation, que ce soit en interne ou il y a des outils que tu peux trouver. L'idée étant d'aller chercher des idées, des pistes pour toujours plus de performance, quoi. Tu fais aussi des recos sur la partie e-com, landing page, CRO, tout ça? Ouais, clairement, parce qu'en fait, on voit que le champ d'expertise s'étend au-delà de Meta. Et Mm. en fait, si tu optimises uniquement la partie Meta, bah, en fait, si le reste ne suit pas, tous tes efforts que tu fais sur Meta et qui sont en plus payants ne servent globalement à rien, quoi. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà et du coup, on essaye de mettre la main un peu partout et de donner des pistes à nos clients et aux marques en général sur la partie UX, la partie mailing, etc. Et l'ensemble doit faire quelque chose qui scale, quoi. Bah, le pitch est très bien rodé en tout cas. Moi j'ai tout compris, après c'est ma boîte donc je suis forcément un peu biaisé. Il y a une question qu'on me posait à l'époque en entretien quand je travaillais chez Google, une question qu'on posait aux entretiens pour les nouvelles personnes. C'était en gros explique par exemple, je sais pas, Internet à un enfant de 5 ans. Et en vrai, cette question, j'aurais dû te la poser sous cette forme-là, mais elle est pas facile parce que bah, tu dois vraiment simplifier au maximum sans pour autant oublier, tu vois, des éléments qui sont importants. Bah, bref, en tout cas, c'était très clair. Ok, Euh, très cool. donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le compte dont je parlais tout à l'heure en introduction, qui est un compte que tu gères, qui est dans la cosmétique. Donc on va pas citer le nom parce on n'a pas l'accord explicite du client et que voilà, on préfère garder la confidentialité. Par contre, on va donner pas mal d'infos sur la typologie de business, la structure du compte, etc. Donc on va essayer d'être le plus précis et concret dans ce qu'on va partager. Et donc l'idée c'est vraiment de prendre ce compte qu'on a amené au départ des montants qui étaient assez, je dirais pas moindres, mais en tout cas qui étaient assez, assez modestes à aujourd'hui des assez gros montants en investissement, puisqu'on parle de 200 000 euros je crois sur le mois de septembre de dépenses. Euh, Ça? et, euh, et l'idée, c'est peut-être de creuser un peu justement toute la stratégie et toute l'évolution de ce compte depuis les débuts jusqu'à maintenant. Et ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a atteint ce stade-là, comment on continue justement à perpétuer un peu le scale, entre guillemets. Donc on va passer par plusieurs phases, hein. Là, je l'ai décomposé en 3-4 phases à travers lesquelles je vais te guider. Mais ce qui peut être intéressant avant de démarrer, c'est que tu nous donnes un petit peu de contexte peut-être. Si tu peux nous parler du compte, nous dire un peu voilà, dans quelle industrie il est, quel type de produit il vend, c'est quoi le panier moyen, taux de conversion, etc. Yes, carrément. Alors, marque du secteur cosmétique, skincare, Mhm. assez premium, assez luxe, tu vois, donc avec la volonté de reprendre les bonnes pratiques des e-commerce classiques, mais tout en faisant attention à son image de marque, son branding, etc. Pas mal d'enjeux de notoriété. L'idée, c'est d'avoir une stratégie d'hypercroissance et de scale fort, très fort et assez rapidement. Et ensuite, ils avaient à ce moment-là, de mémoire, je pense, une dizaine de produits commercialisés sur le site. Des produits assez classiques hein, que tu peux retrouver sur d'autres marques concurrentes. En termes de métriques, au départ, ils étaient sur un taux de conversion à 2%. Donc Mhm. assez bon, on avait quand même des bases quoi. Le panier moyen aux alentours de 50 euros et en termes d'outils, le classique Shopify et Klaviyo qui était plutôt géré en interne chez eux. Ok. Donc quand on reprend le compte, c'est janvier 2024.
si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est mi-janvier, ça. même si ma mémoire est bonne. Le compte, donc, il dépense combien? Quand je dis le compte, c'est en gros les plateformes publicitaires, on dépense combien en janvier et ça fait à peu près combien de chiffre d'affaires pour qu'on se situe? À ce moment-là, on était sur 19K de spend au global sur les comptes. Ok, Et ensuite, en termes de CA, je crois que c'était du 1 pour 1, donc 19 pour 19, quoi. ok. Donc, ok, on est vraiment sur les débuts, pas forcément rentable, mais on va le voir au fil de l'échange que c'était pas toujours l'objectif de ce client. C'est ça. En parlant d'objectif, c'est quoi l'objectif premier? En gros, le brief de départ, le client nous confie le compte. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend en gros? Bah, je pense que le brief, vraiment l'objectif de départ, c'est de dire je vous confie ma marque et je veux faire 3-4 millions cette année, quoi. Et donc, ils sont, je pense, au départ prêts à rogner sur la rentabilité. Mhm. Le but, c'est de faire du volume. Donc, il y a clairement un objectif de volume. Et après, il y a un sujet de, je vous confie ma marque, mais il faut y faire très attention. Et sur les messages publicitaires, ils étaient ouverts, on pouvait proposer plein de choses. Par contre, l'idée, c'était vraiment de respecter un peu la dynamique et le temps de la marque au global, quoi. Hmm. Donc garder un peu cet aspect premium. Donc pas trop aller dans le côté promotionnel, e-com, j'imagine, on en parle un peu plus, mais Ouais, clairement. Tu ok. vois, la roue promotionnelle, tout ça, c'était no go, quoi. Ouais, et c'est pas facile sur Meta en plus, hein, quand on veut scaler et arriver nouvel entrant sur le marché comme ça, quand t'as entre guillemets un cahier des charges sur la partie DA et des choses que tu ne peux pas faire pour respecter en gros l'ADN de la marque, bah, tu te prives quand même d'une partie de ce qui fonctionne, mais on le verra, c'est pas la seule manière de réussir. Donc, ok, intéressant. Donc, janvier, on est à 19 000 euros de dépenses, 19 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif du client, il est clair, c'est en gros faire de la croissance très fort, très vite. Donc 3-4 millions, tu disais, sur la première année, ce qui est assez ambitieux en e-com, hein, il y a peu de marques qui font ça. Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, il y a aussi, je pense, une notion de fonds d'investissement qui était derrière. Donc c'est un client qui est backé par des fonds et donc qui, entre guillemets, peut se permettre d'investir massivement pour pousser, entre guillemets, la croissance. Donc typiquement sur des marques qui sont plutôt autofinancées, on va pas chercher les mêmes ratios et ça aura son importance dans ce qu'on va regarder comme indicateur. Et en termes d'objectifs, est-ce qu'il te donne quelque chose à atteindre, ROAS ou MER au niveau du site? Alors, pas de ROAS et pas de MER au départ. Ouais, Ça s'est défini un peu par la suite. ok. L'idée, c'était vraiment de voir une évolution sur le CA Hmm. et de faire x2 constamment, quoi. Sur le CA et que le spend évolue en conséquence. Après, avec le temps, il y a eu quand même des choses qu'on s'est dites avec le client qui étaient l'idée c'est d'assurer clairement la croissance, mais à un moment donné, il faut quand même atteindre un niveau de rentabilité, quoi. Et Hmm. donc ça, c'est venu vraiment une fois qu'on a commencé à scale, quoi. Ok, intéressant. Donc objectif très clair. On a le chiffre d'affaires en janvier. Petite ellipse temporelle en septembre. Donc là, on tourne l'épisode en novembre, donc on n'a pas encore tous les chiffres sur octobre, quoique, je pense qu'on pourra en parler à la fin de l'épisode, mais septembre qui était le plus gros mois historiquement. Donc 9 mois plus tard, ils font combien en chiffre d'affaires et ils dépensent combien en pub? Alors 9 mois plus tard, on passe la barre des 200K sur le spend, Ouais, Meta et autres canaux inclus. Et en CA, sur septembre, j'ai plus le chiffre exact en mémoire, mais on fait un peu plus de 300 000. ok. Je crois que de mémoire, c'est 350, si je dis pas de bêtises, en septembre sur le pic. Ouais, je Mais crois qu'on arrive à peine aux 350, mais c'est ouais, à peu près ça, ouais. on est ok. Donc en gros, 1 pour 1,5. Ce qui Ouais, reste en gros des ratios assez agressifs, hein. Quand on sait que ouais. des marques qui sont plus modérées, on va être sur du 1 pour 3, 1 pour 4. 1 pour 3, c'est déjà assez agressif. Et je pense que c'est important aussi de préciser que du coup, dans la cosmétique et particulièrement dans la beauté,
les taux de marge brute sont aussi très élevés. Donc, on n'a pas le détail du PNL de ce client. Mais voilà, on peut assez réalistiquement tabler sur des marges, taux de marge à plus de 80%, ce qui permet aussi à ces marques-là d'investir massivement en pub et en coût d'acquisition et d'avoir 30-40%, voire plus du chiffre d'affaires qui passe dans la pub, tout en gardant de la rentabilité, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à minima, en étant break-even. Ok, donc on a le contexte. Très cool, on démarre la collab au tout début, donc le compte dépense peu, en tout cas on est à quelques dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que tu fais quand tu démarres le compte? C'est quoi les premières actions? Alors les premières actions, c'est en fait on fait une grosse analyse du compte au global, même s'il n'avait pas énormément d'historique, il y avait quand même pas mal de choses qui avaient déjà été lancées sur le compte, sur Meta en l'occurrence. Et en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est que il y a plein de produits qui sont poussés sur Meta, sur plusieurs marchés, ce qui fait que le spend il est quand même dilué entre les produits d'abord et ensuite entre les marchés, parce qu'il y a une volonté de diffuser à la fois sur la France, mais aussi sur la Suisse et sur la Belgique. Et ensuite, à ce moment-là, on se dit, bah, on va cleaner le compte, on va faire en sorte d'avoir une vision un petit peu plus claire, déjà dans un premier temps. Et en parallèle, en fait, on fait un gros travail de creative stratégie sur les trois produits qui se vendent le mieux sur le compte. Et ça nous permet d'avoir un point de départ et d'établir une stratégie de testing. Donc pour chaque produit, on liste des angles marketing ou des arguments marketing pour aller chercher notre audience sur Meta. Et en partant des concepts qui avaient déjà été testés sur le compte et qui avaient fonctionné, Okay. On lance un premier cycle de testing. Intéressant. Comment donc à ce stade-là, tu dépenses quoi? Tu es à 10-20 000 par mois, c'est ça? Ouais, c'est à peu près 600 € au jour. Ok, 600 € au jour. Donc, ouais, c'est 18 000 par mois. Donc, quand tu dis tu testes, ça m'intéresse de creuser un peu cette partie-là. C'est quoi un peu si tu as un protocole de testing, tu vois, dans les grandes lignes, est-ce que tu as une campagne de testing dans laquelle tu mets tes créas? Est-ce que quand tu produis une créa, en gros, tu dis qu'il faut la décliner en X variantes? C'est quoi un peu tu vois, les grandes étapes? Alors, en fait, à ce moment-là, déjà, ce que je précise juste sur ce compte, c'est que dès le départ, la structure est un peu complexe, ce qui n'est pas le cas d'autres marques que tu lances, entre guillemets, sur Meta. Okay. Là, en l'occurrence, on avait plusieurs produits. Les produits n'ont pas tous le même prix. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir tout de suite une vision sur quel produit fonctionne le mieux sur Meta. Donc, on lance une campagne par produit, en l'occurrence sur les trois produits. Et ensuite, d'un point de vue stratégie de testing, au départ, on fait du testing par angle, c'est-à-dire que dans chaque ad set, on lance 4 publicités, 4 concepts différents. Et ces 4 concepts abordent le même angle marketing pour le produit en question. D'accord. Et ensuite, ça nous permet de contrôler en fait le budget qui est dédié à chaque concept. Donc typiquement, si dans la campagne, tu as un concept presse, un concept avis et un UGC, tu as 4 variantes à chaque fois et du coup, tu mets disons 50 € dans chaque ad set. Ça te permet d'éliminer le biais de dépenses et d'éliminer le biais d'audience et de voir pour chaque angle ce qui fonctionne, quoi. D'accord. Et donc, un angle, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Un concept, c'est un type de créa. Donc, comme tu dis, par exemple, une reproduction type presse ou alors plutôt un témoignage, ce genre de choses. Et un angle, comment tu le définirais? Alors, un angle, c'est la manière dont tu vas aller chercher ton audience. Typiquement, soit tu vas y aller via la problématique qu'elle peut rencontrer au quotidien. Donc, si on prend un produit en particulier, ça pourrait être l'eczéma. Okay. Soit tu vas y aller via le bénéfice que t'apporte le produit. Et là, typiquement, ça pourrait être le fait d'apaiser sa peau. Et ensuite, il y a la possibilité d'axer sur de la preuve sociale. Donc, c'est l'argument marketing que tu mets en avant sur ta créa finalement. Ok, intéressant. Donc par exemple, si tu prends, je sais pas, une crème de jour,
tu peux te dire un angle que je veux tester, c'est la preuve sociale. Et donc là, du coup, tu vas avoir dans ta campagne et ton ad set, trois ou quatre créas qui sont des déclinaisons toujours autour de la preuve sociale, mais avec des manières de présenter la preuve sociale qui sont différentes, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, intéressant. Donc, c'est intéressant le parti pris dès le début de pas, donc en fait, d'avoir une campagne par produit. Ça, c'est vrai que c'est assez peu courant parce que dans le sens où en fait, tu as quand même un risque de dépenser sur des produits qui sont pas rentables. Mais j'imagine que c'était le but de trouver ce qui fonctionne un peu à la manière dropshipping, à savoir le produit winner et du coup derrière les créas winner, c'est un peu ça? Complètement. Ok. Complètement. En fait, on a trois produits. Il y a aussi, je pense, une volonté de la marque de pousser ces trois produits phares. Donc ça a été discuté et décidé avec le client aussi. Hmm. Et de notre côté, en fait, l'idée c'était vraiment de tester trois produits avec des paniers moyens qui sont assez différents. Tu vois. On en avait un qui coûtait 30 euros, un autre qui coûtait 50 euros, un autre qui coûtait 70 euros. Et ça nous permettait de savoir, ok, est-ce que c'est lié au prix finalement le sujet, etc. Tu vois. Ok. Donc une fois que tu passes cette étape de testing là, où tu te dis, voilà, j'identifie un peu, je laisse tourner quelques semaines, j'imagine, j'identifie que produit A marche bien, créa B sur le produit A marche bien, etc. Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est quoi les étapes d'après? Alors en fait, on trouve le produit en effet qui fonctionne et donc on coupe forcément tout le reste. Ok. Et à ce moment-là, quand on trouve ce produit, on voit qu'il fonctionne mais sur un angle très particulier qui lui est lié à une problématique Ok. et du coup qui a trouvé son audience sur Meta. Et on décide d'axer à fond sur cet angle marketing et on commence à diversifier les concepts. Et là, notamment, on sollicite des créatrices UGC et on ouvre un peu sur l'UGC. C'est ce qui nous permet de scale une première fois. Ok. Donc en fait, tu as une phase initiale de testing un peu large, tu identifies ce qui fonctionne, tu resserres, et du coup après, c'est tu creuses entre guillemets ce qui fonctionne jusqu'à ce que tu l'épuises. Et c'est un peu ça. Exactement, c'est ça, ouais. Ok. Et donc là, ça commence à prendre. Le compte, j'imagine, augmente un petit peu en dépenses. Et du coup, donc ça t'amène à combien? En gros, combien tu arrives à dépenser là, sur la plateforme avec cette stratégie-là, sur un top produit et un angle? Alors, en janvier, on faisait 18. En mars, on est passé à 24K Ouais. sur Meta. En avril, 40K. Et en mai, on passe la barre des 60 Ok. avec cet angle et ce Juste avec produit. cet angle. Juste avec cet angle et juste avec ce produit. Ok. Alors peut-être avant d'aller sur la suite, parce que c'est intéressant de voir comment, bah, une fois que tu as, j'imagine qu'il y a un plafond à un moment, donc comment Ouais. tu le passes et comment tu vas chercher bah, du coup les prochains relais de croissance. Mais du coup, ce qui peut être intéressant, c'est sur cette première étape, tu dis, donc on passe de 18 à 24, de 24 à, j'ai plus le chiffre, mais 35, 45, etc. et 60. Euh, J'imagine que tu le fais pas avec une seule créa. Donc en gros, c'est quoi un peu le process de production de créa derrière? C'est quoi l'idée? Est-ce que tu as un peu des ordres de grandeur, tu vois, en termes de volume, de ce que ça représente, comment tu testes sur ça? Alors, au départ, en fait, on fait, nous, ce qu'on faisait, c'était de lancer un batch de nouveaux concepts une fois tous les 15 jours. Et Ok. ensuite, on faisait des itérations selon ce qui fonctionnait ou pas sur le compte. Et en termes de volume, euh, entre mars et mai, tu vois, en mars, on faisait 36 créas sur le mois à peu près. Ok. Et en mai, on est à 77 créas sur le mois, à peu près en termes de volume. Ok. Donc il y a une relation un peu proportionnelle à l'augmentation des dépenses et le nombre de créas testés, quoi. Complètement. Ok. Complètement. Et on le verra après, plus tu augmentes les volumes d'investissement, plus tu as besoin de renfort sur la créa, quoi. Plus c'est intense Plus en, c'est intense, en ouais. volume de créa. Ok. Alors, du coup, on passe les 50-60 000 euros de dépenses. Donc là, il y a un plafond qui se dessine, c'est ça? Ouais, il y a clairement, oui, oui, on atteint clairement un plafond. Ah, ok. On Donc qui est atteint un lié au. plafond Ouais, vas-y. qui est lié à deux choses. En fait, on scale sur un produit qui coûte 30 euros.
Mhm. Et malgré plein de tentatives, tu vois, d'optimisation de la partie SEO, de mise en place de cross-sell, upsell, etc., on voit qu'on a du mal, tu vois, à générer des paniers moyens plus importants Mhm. sur un produit d'appel comme ça. Et en Ok. fait, la raison principale, c'est pas tant la limitation technique sur la partie CRO, c'est le fait que c'est un produit qui répond à une problématique très particulière. Et si tu regardes la gamme de produits de la marque, en fait, les gens, ils se projettent sur un produit et tu leur proposes en cross-sell des produits qui répondent à des problématiques complètement différentes. Donc, Ok. c'est compliqué de, tu vois, de cross-sell dessus, quoi. Et T'as un exemple sans donner le nom des produits pour qu'on puisse se projeter? alors, je peux te donner exactement la problématique. En gros, si je clique sur une pub qui parle d'eczéma et que ma peau est sujette à l'eczéma, et que j'arrive sur le site et que je mets ce produit dans le panier, et que typiquement tu me proposes en cross-sell des produits anti-âge, bah forcément, ça Ok. rend compliqué la chose, quoi. Ah, ok. Donc là, t'es un peu limité par ta propre gamme de produits finalement. Exactement. Là, à ce moment-là, on est limité par la gamme de produits. Ok. Et en fait, le point d'après va répondre complètement, va être une solution à tout ça. C'est que à ce moment-là, on atteint aussi un plafond parce que avant même que la marque arrive chez Rhodes, elle avait entrepris un rebranding de sa marque, donc Ok. nouveau packaging, nouveaux produits. Donc il y avait des nouveaux produits qui arrivaient dans la gamme. Et du coup, l'idée c'était de lancer des nouveaux produits. Et en fait, ce Hmm. moment, tu vois, entre on a réussi à scale avec un produit et trouver d'autres approches, d'autres méthodes, d'autres choses qui fonctionnent sur d'autres produits, bah, ça crée un espèce de plafond qu'on a dépassé après, quoi. Ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus, puisque tu as quand même pas mal de recul maintenant avec tes expériences passées chez Rhodes et avant. J'ai l'impression que c'est quand même assez fréquent de trouver un peu ton produit d'appel, qui n'est pas forcément le produit qui te fait vivre en tant que marque, mais par contre c'est un produit en fait qui a un potentiel de scaling pour plusieurs raisons. J'imagine une convergence il y a moins de concurrence dessus, tes créas sont bonnes, c'est quelque chose qui est un peu mieux, un peu plus marketable parce que ça matche bien avec les codes des réseaux, ce genre de choses. Le nom, je sais pas, il y a plein d'éléments, j'imagine, mais un peu ce product hero finalement, tu vois, qui tire l'acquisition et qui fait rentrer qui te permet de hooker le client et ensuite derrière potentiellement le transformer sur d'autres choses. C'est toujours comme ça que ça se passe sur les comptes ou tu as des exemples, si on sort un peu de ce cas de figure ici, où en fait tu as plusieurs produits qui tirent la croissance, ou parfois c'est la marque, parfois c'est en e-com, je parle. Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Si tu es sur une marque qui a une grosse noto, je pense que tu peux pousser les produits que tu veux parce que la marque a déjà une noto Mm. et du coup, finalement, la performance de la marque est drivée par la marque en elle-même, quoi. Mm. Et ensuite, sur des marques classiques, je dirais, souvent, en fait, le cas qu'on retrouve, c'est que, et en fait, la volonté des marques en général, c'est de pousser tous leurs produits. Et moi, j'ai tendance à dire que l'idée, c'est de se servir de Meta comme porte d'entrée, tu vois. Ouais, Et bien si sûr. ta porte d'entrée, elle fonctionne, en fait, tu changes pas ta porte d'entrée. L'idée, c'est de voir derrière comment est-ce que une fois la personne est rentrée, elle peut accéder à toutes les chambres, quoi. Ouais, Et donc, jolie métaphore. jolie métaphore, ouais. Petite dédicace à Jordan qui fait des très jolies métaphores chez Rose. Ça lui plaira s'il écoute l'épisode. Et du coup, donc, sur ces marques, en général, sur les marques, c'est ce qu'on retrouve. Après, sur des marques qui scalent très fort comme celle-ci, pour le coup, au début, j'étais convaincue de ça et finalement, avec le temps, je me rends compte que si tu veux vraiment scale très fort sur Meta, il faut quand même à un moment donné diversifier ce que tu proposes Mm. parce que surtout si ta gamme de produits répond à des problématiques qui sont différentes, tu vois. Ouais, ok, c'est Et ça, intéressant. et ça te permet d'atteindre en fait comme ça tout type d'audience et non pas que des personnes qui ont des peaux qui sont sujettes à l'eczéma ou des problématiques d'anti-âge, etc., etc. Ouais, c'est un peu une logique un peu de poche d'audience. Moi, je le vois comme ça, c'est de me dire, en fait, t'as un produit particulièrement en cosmétique égale une problématique ou une typologie d'audience. Et une fois que tu l'as épuisé, même avec tous les angles ou les concepts marketing que tu veux, bah, au bout d'un moment, elle est épuisée. Et donc, tu peux pas faire plus, sauf si tu vas chercher d'autres produits. Ou en tout cas, que tu diffuses d'autres produits en produits d'appel.
Ce qui peut être un peu frustrant parce que pour avoir vu d'autres comptes, notamment en cosmétique, et bien parfois tu te dis que tu as un produit en fait qui a des ROAS de 3 sur de l'acquisition froide parce que pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, le produit marche bien. Et à côté, tu as d'autres produits qui sont un peu tes produits historiquement best-sellers mais qui ont des ROAS de 1, 1,5. Tu te dis quel est mon intérêt à dépenser sur le deuxième produit puisque en fait mathématiquement je suis perdant. Mais en fait du coup là c'est ce que tu dis, c'est que au bout d'un moment si tu le fais pas t'es forcément limité quoi. Ouais, complètement. Ok, donc si on reprend un peu, donc ce plafond se dessine, on a un peu épuisé le bassin d'audience sur le produit un peu phare qui nous apportait jusque-là. Tu es à 50-60 000 euros de dépenses par mois. Comment tu casses le plafond? C'est quoi un peu ta strat d'après? Alors en fait, la marque introduit des nouveaux produits. Donc à ce moment-là, on se dit bon bah, on a quand même déjà un peu d'insight sur ce qui fonctionne, etc. Notamment d'un point de vue concept, et on va commencer à lancer un peu des cycles de testing sur ces nouveaux produits. Et en fait, on va très vite se rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent sur le compte, et on va mettre ces choses-là bout à bout pour créer une dynamique, tu vois. Typiquement, on voit que le fait d'adresser un peu tous les niveaux de conscience, c'est-à-dire d'avoir des créas plutôt top of funnel avec un message de storytelling, des créas plutôt middle of funnel avec des messages très axés sur les caractéristiques bénéfices du produit, et des créas très beau fou axés offre ou réassurance, bah, le fait d'adresser tous ces types d'audience-là, ça fonctionne. Beaufou, Le bottom of funnel pour ceux qui... bottom of funnel, ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est que on voit que on lance des vidéos et des statiques. Les statiques convertissent très bien, les vidéos un peu moins bien. Mais en revanche, quand tu coupes les vidéos, tout de suite, ce que tu vois, c'est que ça a de l'impact et sur le trafic que tu drives sur ton site et sur le CA. Donc les vidéos fonctionnent. Le tout, c'est de trouver comment faire en sorte que ça convertisse un petit peu mieux. Et le troisième point, c'est la preuve. Bon, après ça, je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais en général, l'audience est plus réceptive quand la marque est crédible. Et du coup, nous, on teste pas mal de concepts presse. On voit que ça, typiquement, non seulement ça fait cliquer, mais ça convertit. Et partant de ces trois constats-là, on se dit que on va essayer de lancer une stratégie tu vois, avec de la cohérence de A à Z. Et l'idée, c'était de faire une ads égale un angle, qu'on va déjà tester par le passé, qui fonctionne plutôt bien, égale un persona, égale une landing page en particulier. Okay. Et ça, en gros, tout ça en essayant vraiment d'adresser tous les niveaux de conscience. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz, clairement. Et à ce moment-là, on craque vraiment un truc. Ok, mais alors du coup, si je comprends bien, donc la logique elle est assez claire. Donc en fait, tu multiplies déjà le nombre de produits, tu multiplies le nombre de niveaux de conscience. Et du coup, tu testes en gros avec ces nouvelles composantes en tête. Et du coup, là, ce que tu dis, c'est que ce que tu rajoutes en plus, c'est au-delà de travailler sur la créa et sur tout ce qui se passe dans l'Ads Manager, tu vas aussi travailler sur la cohérence entre ce qui se passe sur la pub et quand on arrive sur la landing page, c'est ça? Exactement, c'est ça. Mais alors, du coup, tu te retrouves vite avec des centaines de créas et des centaines de funnels différents à tester, non? Clairement. On se retrouve Ok. avec, clairement, c'est un peu le sujet. Après, il y a aussi quelque chose qui est fait côté créative stratégie, c'est-à-dire que nous, on part pas sur des angles qui sont pas backés par de la data. Je m'explique. En gros, tout ce qu'on va tester sur Meta, ça a été analysé et trouvé soit par tu vois, des avis clients qu'on a analysés, on a trouvé qu'un angle en particulier revenait très souvent, soit par des retours clients que la marque a eu, etc., soit parce ça a déjà été testé par le passé, et du coup on sait que ça fonctionne, et l'idée c'est de le pousser encore plus et de lui donner une nouvelle dynamique à cet angle-là pour qu'il fonctionne encore mieux sur Meta, quoi. Ok, donc tu repars jamais de zéro, tu Ouais. capitalises toujours sur ceux qui tu sais a fonctionné dans le passé, quoi.
Ouais, complètement. Et après, je pense qu'il y a aussi un sujet tu vois, à force de traîner sur Meta, de regarder les pubs, de voir un peu ce que fait la concurrence aussi, tu sais un peu ce qui fonctionne et ce qui est très utilisé Hmm. sur Meta en général. Et ça te permet de faire aussi le tri dans les idées que tu peux avoir. Ok. Typiquement, je te donne un rapide exemple. On a un produit sur lesquels la marque fait beaucoup de tests TIRES. C'est des tests consommateurs qui te permettent de donner entre guillemets des résultats prouvés à tes clients. Ouais. Et du coup, typiquement sur un des produits, on avait un truc assez fort qui était une personne sur deux arrête le fond de teint après l'utilisation de ce produit-là, tu vois. Ok. Et ça, typiquement, tout de suite, quand on a vu ce résultat-là, on s'est dit avec l'équipe que ça avait du potentiel et qu'il fallait qu'on le teste parce que, enfin, quand t'es une femme, tu sais que le fond de teint, c'est une tare, quoi. Hmm. C'est chiant. Et du coup, l'idée, c'était de reprendre des choses qui avaient quand même du potentiel sur Meta. Et ça nous permettait aussi de faire un peu le tri dans les idées que tout le monde pouvait avoir, quoi. Ok. J'ai plein de questions. J'aimerais bien qu'on essaye de décortiquer un peu, parce que je pense que conceptuellement, ça parle à beaucoup de gens. Et je pense que de manière un peu plus tangible, c'est peut-être un peu flou, genre à quoi ça ressemble une structure de compte à ce stade-là, tu vois. Comment on s'organise, comment tu t'organises en interne pour, tu vois, pour rythmer la production entre la créa, les landing pages, comment tu fais des itérations. Parce que j'imagine que c'est quand même enfin j'imagine non, je le sais, c'est quand même une sacrée gestion de projet et avec une mobilisation de pas mal de ressources. Est-ce que tu peux nous donner un peu, tu vois, on peut prendre point par point, mais d'abord un peu je dirais le cycle, tu vois, de production, tu vois, qu'est-ce qui drive un peu ta strat? Est-ce que toutes les semaines tu envoies des nouveaux batchs? Si oui, comment ça se séquence? Qui fait quoi, etc. Avoir un peu de visu là-dessus. Et après, on parlera peut-être de la structure un peu plus en détail si ça te va. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Yes, carrément. Alors, au niveau de la strate au global et de la synchronisation de tous les sujets des équipes en général, ça va être plutôt moi slash Jordan qui est le head of perf. Mhm. Et l'idée, en fait, c'est toutes les semaines, on fait une grosse analyse du compte. Comme on dépense beaucoup, tu vois, on a un spend par jour qui est quand même conséquent. Une semaine, ça te permet déjà de savoir très clairement ce qui fonctionne. Et donc, on fait vraiment une grosse analyse par semaine. Et cette analyse, elle nous permet de savoir très clairement, OK, qu'est-ce qui fonctionne, comment est-ce qu'on itère dessus. Donc, il y a une grosse partie qui va être dédiée aux itérations, à confirmer ou infirmer des hypothèses qu'on va pouvoir faire selon la data qui ressort. Donc, une fois qu'on donne des idées d'itération, là, la créa, elle va formuler les hypothèses et va produire en fonction de ces hypothèses. Donc ça, c'est pour la partie itération. Ensuite, pour la partie production de nouveaux concepts, il y a une grosse partie idéation qui se fait avec le client, qu'on a un interlocuteur chez côté client qui est très focus produit, très focus marketing, qui nous permet aussi de faire des grosses sessions de brainstorm pour savoir sur quoi on fait de l'idéation, sur quel angle, sur quel concept, etc. Okay. Donc ça, on le fait avec la créa, en présence de la partie média, donc de moi, et de la partie client. Okay. Et une fois qu'on a décidé des angles marketing et des concepts, là, on lance les batchs de production. Nous, on fonctionne par semaine. Donc, toutes les semaines, on produit des itérations et des nouveaux concepts. Et en général, c'est produit entre le lundi et le mercredi. Et le lancement se fait à la fin de la semaine. Ok. Et du coup, les landing pages, si besoin, vous les commandez à peu près en même temps que la créa, c'est ça? Exactement. Les landing pages sont produites côté client.
Ok. Et pour le coup, tu vois, c'est assez fluide, hein. Ça va très vite de leur côté, pas de problème. Mais c'est vous qui les briefez en gros sur on va tester tel Ouais, angle, tel créa, il nous faudrait une ELP qui répond à telle problématique, quoi. ouais, exactement. En fait, comme on fait les sessions de brainstorm et on décide de quel angle on produit ensemble, en fait, Ouais. c'est assez facile. Moi, je suis au courant de ce que je vais lancer en fin de semaine et de ce sur quoi je vais devoir focus d'un point Mm. de vue analyse. La partie créa est focus production, donc elle sait exactement ce qu'elle doit produire, à quel moment, avec un nombre de créa dédié, un spend dédié, etc. Et côté client, pareil, ils savent exactement quel type de LP il faut produire pour la fin de la semaine. Ok, intéressant. Là, on est d'accord que, alors si on revient un peu sur la partie, donc avant qu'on arrive justement aux 200 000 euros de dépenses par mois, donc entre gérer les 50, 60 et les 200 000, donc tu as toute une étape je dirais, de scale qui se passe. Comment ça se passe? C'est quoi en gros les différentes étapes par lesquelles tu passes? Parce que je pense qu'il y en a qui doivent se dire de manière assez simple et peut-être trop simple, bah en fait, t'es à 50 000, ça marche, tu fais x3 sur le budget ou x4, t'es à 200 000. Voilà, en gros, comment dans les faits ça se passe, sur combien de temps ça s'étale, c'est quoi un peu les étapes par lesquelles tu passes pour arriver aux 200 000 et ensuite on reprendra sur un peu je dirais la dynamique actuelle. Ouais. Alors en fait, on passe la barre des 60 en mai et on passe celle des 200 en septembre. Il se passe à peu près Ok. 4 mois. Donc t'as un gros Sur scale agressif sur 4 mois, quoi. Exactement. Tu as un gros scale agressif sur 4 mois. Et après, pendant ces 4 mois, il y a quand même beaucoup de tests qui sont faits. C'est-à-dire que tout ce que tu testes, évidemment, ne te permet pas de scale. En revanche, à chaque batch de créa testé, en général, tu as quand même des créas qui ressortent ou Mm. des angles qui ressortent. Et en fait, ce qui nous permet de faire tenir le compte et d'augmenter le spend en parallèle, c'est le fait de d'itérer sur ce qui fonctionne, donc de jamais s'arrêter côté itération, mais à côté de tester en parallèle. Parce qu'en fait, le risque, c'est si Mm. tu te reposes sur tes lauriers en te disant, OK, bah en fait, j'ai 10 créas en scale, ça fonctionne, jusque-là, c'est OK. Bah, le risque, c'est que en 2 jours, tu vois, la créa, elle peut fatiguer. Et en fait, tu perds toute ta dynamique, quoi. Donc, Mm. tout le sujet, ça va être de continuer à tester, de continuer à avoir des winners et d'alimenter ta campagne de scale qui, elle, tourne parce que aussi tu arrives à l'alimenter, tu vois. Donc, tout est un peu relié. Ok, donc ouais, c'est intéressant en fait, plus tu dépenses, plus du coup tu as besoin de produire parce qu'en fait il faut compenser pour les futurs créas une fois que les winners seront épuisés, quoi. Complètement. Et sauf que en gros, comme tu disais, quand tu es à 20, 30 000 euros par mois, une trentaine de créas ou quarantaine, ça suffit. Quand tu es à 200 000, j'imagine, tu es plus sur des volumes qui sont bah, du coup proportionnellement 4-5 fois plus élevés, quoi. Euh, ok, et du coup en termes de structure, donc alors, question sur le budget. Ça représente quoi en pourcentage du budget, ce qui passe dans le testing? Alors, Sur cette période de scale très agressif, hein, j'entends. ouais, je sais qu'il y a il y a plein de sujets là-dessus. Moi, je vois partout, il faut mettre 5% de son budget dans le testing. Alors, personnellement, je pense que c'est absolument faux. Ou alors, on n'est pas sur ces niveaux-là de marques qui scale comme ça et qui ont pas mal Ouais. d'objectifs de volume. En l'occurrence, là, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que dans ta campagne de testing, tu as à la fois des créas en cours de test qui n'ont pas encore fini leur test, qui n'ont pas encore dépensé 3 fois leur CPA cible pour que tu décides de les couper ou d'itérer, etc. Et tu as aussi des créas sur lesquels tu fais un peu de scaling vertical. Donc, tu as un peu les deux. Ok. Euh, Déjà, il y a ça à prendre en compte. Parce que même si, en fait, une créa fonctionne et tu décides de la passer dans ta campagne de scale, si elle fonctionne déjà, la règle, c'est vraiment de jamais cut ce qui fonctionne, quoi. Jamais couper Hmm. ce qui fonctionne. Règle Donc, il y d'or. a ça, règle d'or, ouais. Il y a ça. Et ensuite, il y a un autre point qui est que sur ta campagne de testing, comme tu l'alimentes en permanence, bah, en fait, forcément, tu as du budget qui passe dessus. Et en l'occurrence, sur ce compte, on a à peu près 50% du budget qui passe, 50, non, je dirais 40%, 45% du budget sur le scaling
et tu as quand même 40% qui passent sur du testing. Parce que tu es en phase de croissance et de scaling. Donc en fait, ça pousse. C'est un peu comme, je fais le parallèle avec une agence qui se développe, mais une agence qui se développe, elle a besoin de recruter en avance pour pouvoir staffer des personnes et du coup délivrer ce qu'elle va vendre en chiffre d'affaires. C'est un peu la même logique. Du coup, tu mets plus, entre guillemets, en investissement en créa parce que tu sais que tu anticipes le fait que tu vas augmenter tes budgets. C'est un peu ça. Ouais, je pense qu'il y a de ça et il y a aussi du fait que, tu vois, en l'occurrence sur cette marque-là, il y a aussi un sujet de toute la performance, elle est drivée par nous ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas Mmh. d'autres canaux tu vois, ou d'autres leviers Ouais. marketing qui sont activés. C'est Meta et à moindre mesure Google. Et donc, Ouais. tout le sujet, c'est d'alimenter en permanence Meta et en l'occurrence, ça passe beaucoup par du test, quoi. Et alors, la structure, quand tu es dans cette phase de scale un peu agressive, là où tu passes de 50-60 à 200 000 par mois sur Meta, c'est quoi ça ressemble à quoi? Donc, tu as une campagne de testing, une campagne de scaling, tu as une campagne par produit, c'est quoi un peu, si tu devais un peu, tu vois, schématiser un peu la structure? Ouais, alors la structure, elle a changé un peu et le testing a évolué un peu si tu le compares au début. Au départ, tu vois, on testait plusieurs créas dans un ad set. Là, en l'occurrence, on change vraiment de stratégie. On décide de faire un ad set égale une créa. Ok. C'est aussi pour ça d'ailleurs que tes budgets de testing augmentent un petit peu. Hmm. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on commence un peu à mettre en place une dynamique d'assurer la cohérence de A à Z avec une ads égale une LP, on Hmm. voit que ça marche. Et nous, notre objectif, c'est de scale assez rapidement. Ok. Et pour ça, donc, tu as la méthode douce qui est de faire plus ou moins 20% sur tes campagnes qui fonctionnent. Et ensuite, tu as la méthode un peu agressive où tu décides que sur tes itérations qui commencent à fonctionner, bah, en fait, tu dupliques ton ad set, tu mets l'itération et tu mets un budget dédié. Et c'est Hmm. comme ça qu'on arrive à faire évoluer très rapidement le spend sur le compte. Donc, tu as une campagne de testing qui est faite de cette manière-là. Ensuite, tu as une campagne de scale. Nous, en l'occurrence, c'est plutôt de la SC+, où là, on va reprendre en fait les créas qui fonctionnent en testing, Hmm. qui sont intéressantes d'un point de vue chiffre. On reprend l'ID pour récupérer un peu la preuve sociale et on les met dans la campagne ASC+. Après, ta campagne de retargeting classique. On ouvre la campagne DPA, donc campagne catalogue, qui Ouais. fonctionne assez rapidement sur le compte, qui nous permet un peu de diffuser sur tous les produits. Et ensuite, ce qu'on ajoute avec le temps, c'est une campagne de whitelisting. La campagne de whitelisting, je sais pas si tu as besoin que je redéfinisse ça, Ouais, je pense mais que c'est pas mal pour les gens qui nous écoutent. Tout le monde n'est peut-être pas familier avec. ok. Alors le whitelisting, l'idée, c'est de diffuser sur une page qui n'est pas la page de ta marque. Typiquement, il y a différents types de whitelisting. Tu peux diffuser sur le compte d'un influenceur. Tu peux diffuser sur la page d'un média connu. Et tu peux d'ailleurs diffuser sur une page entre guillemets blanche qui va être une page annexe à ta marque qui aborde un sujet particulier. C'est très américain, quoi. Ouais. Et, et en gros, donc on lance ça. Quand on voit que ça fonctionne, on lance ça en parallèle. Donc ça c'est une campagne dédiée. Et on a aussi deux autres campagnes qui sont une campagne de Noto, qui a un très petit budget, mais qui nous permet, tu vois, de faire un peu de storytelling, du tofu, et surtout d'alimenter nos bassins de retargeting de manière assez continue. Et une campagne de lead gen, parce que la marque a un diagnostic, et on se dit que ça pourrait être une très bonne idée de tester une stratégie d'acquisition dessus. Et à Hmm. ce moment-là, on est vraiment au début du diagnostic. Donc bref, le compte est assez fourni en termes de campagne, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu vas chercher à augmenter la taille de ton bassin d'audience avec différentes méthodes. D'un côté, tu le fais par le produit, comme tu disais, tu le fais par les niveaux de conscience, tu le fais par le type de campagne, tu le fais par l'approche que tu as auprès de ton client final. Donc, soit avec de la vidéo, soit avec un diagnostic, soit avec de la vente directe, soit avec du contenu éducatif, etc. C'est intéressant. Donc, en fait, tu essayes de vraiment, c'est quasiment une stratégie
d'omniprésence, quoi. Tu te dis, Ouais, clairement. peu importe quelle est la problématique de mon client, il y a bien un de mes trucs qui va le toucher, quoi, c'est ça. Clairement. Ok. C'est exactement ça. Après, j'imagine que c'est pas je dirais le terrain de jeu sur ce compte est assez particulier dans le sens où il y a quand même beaucoup de budget et surtout il y a un regard qui est un peu moins présent sur les résultats et directs. Donc en fait, de ce que je comprends, tu me diras si j'ai bien cerné, mais en fait, ce qui intéresse plus le client, c'est trouver vite ce qui fonctionne, faire du chiffre rapidement et craquer entre guillemets le modèle d'acquisition pour monter rapidement sur des gros volumes de chiffres, plutôt que se dire je veux absolument que tous mes investissements soient très rentables à court terme, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est assez intéressant, parce que tu en as parlé, en fait, on a parlé en fil rouge, c'est ce qui marche, t'itères dessus, tu t'amplifies et tu creuses autour. Mais du coup, ce qui marche pas, tu coupes. Ma question, c'est comment tu définis si quelque chose fonctionne ou fonctionne pas? Alors, au départ, j'aurais tendance à te dire que on se base sur les stats de la plateforme, quoi, pour savoir vraiment de manière incrémentale si la créa fonctionne ou pas. Ok. C'est par rapport au CPA, tu vois. Donc, dès que ça a dépensé 3 fois le CPA cible, t'es censé normalement avoir un retour sur ta créa et si elle fonctionne ou pas. Hmm. Au départ, c'était un petit peu ça. Et en fait, avec le temps, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des créas qui ne fonctionnaient pas, enfin ne convertissaient pas en temps 1, donc les stats de conversion sont pas incroyables en termes de CPA, de ROAS, etc. En revanche, c'est des créas qui permettent de maintenir ton bateau à flot, quoi. Et Hmm. typiquement, ces créas-là, quand tu les coupes, bah, c'est compliqué tu vois tout de suite un impact sur ton compte. Donc là où au début on avait une vision très axée sur la plateforme et sur les métriques de la plateforme, maintenant on essaye quand même de prendre un peu du recul et d'avoir une vision un peu plus globale sur si je pousse mon budget, est-ce que ça marche Hmm. sur le compte, et si je diminue mon budget, est-ce qu'il y a de l'impact sur Shopify, quoi. Ce qui est pas facile, d'autant plus que il y a plusieurs canaux d'acquisition. Ouais, Donc, alors il y en a deux ouais, en l'occurrence. Un peu plus l'emailing quand même maintenant, mais en gros, on a sur les canaux d'acquisition pure, tu as Google et Meta, ouais, mais en termes de répartition, tu es à peu près à 90% de spend ouais. sur Meta et 10% sur Google. Et du coup, en gros, c'est quand même au global Meta qui drive la plus grosse partie de la performance, ce qui est Hmm. logique aussi, quoi. C'est intéressant. Je me pose la question, alors je sors un peu du cadre, mais parce que typiquement là, on a une chance, c'est qu'en fait, on est en maîtrise de la totalité des canaux d'acquisition, puisqu'il n'y a pas d'autres sources, ou très peu, si ce n'est du bouche-à-oreille, etc., de sources de trafic autres que la pub qu'on gère à 100%. Donc en fait, on peut assez facilement voir les effets de ce qu'on produit et du coup savoir si on pousse, en gros, si ça suit ou si on ralentit, si ça suit côté chiffre d'affaires. C'est pas toujours le cas. Tu as des marques qui ont de l'organique, tu as des marques qui ont du SEO, tu as des marques qui ne confient pas tous leurs canaux à une agence, tu as des marques qui ont beaucoup d'actions sur la partie CRM, qui ont du recurring. Bref, je pense que tu as des situations qui sont plus complexes que celle-ci. Comment tu procèdes justement pour en fait, ne pas regarder que ce qu'il y a dans la plateforme, mais avoir une vision un peu globale? Question piège. Ouais, question. Pas- c'est pas une question piège. Moi, j'ai envie de te dire que, en fait, tout est dans ton Shopify. Et après, il y a évidemment des outils qui te permettent d'aller au-delà de ce que te propose Shopify. Ouais. Mais si je me base sur mes clients, j'ai des clients qui ont plusieurs canaux et qui n'ont pas tous leurs canaux chez nous. Et en l'occurrence, t'as les accès Google Analytics qui permettent quand même, quand le Google Analytics est bien fait, ça te permet quand même de voir un peu la répartition entre les différents canaux que t'actives. Et après, je pense qu'il y a aussi un sujet de bon sens, tu vois. Typiquement, si tu sais que tu mets 80% de ton budget sur Meta,
Si Meta ne drive pas 80% de la performance, c'est qu'il y a un problème. Et à l'inverse, en général, tout est dans entre guillemets la communication que tu vas avoir avec la marque que tu gères. Et typiquement, en général, la marque dès le départ te dit moi je mets 30% de mon budget sur Google et 70% sur Meta, et les analyses, ça t'oriente aussi d'un point de vue analyse, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a, tu prêches un convaincu, hein. Moi, je milite pour que les marques arrêtent de regarder que dans les plateformes et pilotent avec des indicateurs macro. Je pense qu'il y a un indicateur que je suivais peu avant, mais que je suis beaucoup maintenant, c'est notamment parce qu'il est assez visuel. C'est en gros la courbe sur Shopify, c'est très bien fait. C'est la courbe d'acquisition, donc c'est qui est en bleu, versus ta courbe de réachat qui est en violet. Et en fait, très souvent, tu as quand même une corrélation entre si tu fais bien ton job en côté media buying et côté créa, et particulièrement sur Meta. C'est pour ça que nous, on est assez fan de Meta chez Rose, parce qu'en termes d'acquisition, bah, force est de constater, c'est de nouveaux clients, force est de constater que c'est un canal qui permet d'aller acquérir et capter beaucoup de nouveaux users. Mais en fait, on voit souvent une corrélation entre justement l'augmentation du budget et l'augmentation de la courbe si ça suit. Et parfois, on voit que quand on galère sur Meta et on galère en global, bah, c'est que la courbe elle est un peu plus flat, ou qu'en fait le recurring prend plus le poids. Clairement. Et ça, je trouve que c'est un indicateur que tu peux calculer d'autres manières, hein, avec le coût par acquisition, en divisant ton spend par ton nombre de nouveaux clients, ce genre de choses. Mais in fine, ça te dit quand même, est-ce que je mets de l'huile dans le moteur, et est-ce que en gros je vais chercher du 109 entre guillemets pour alimenter mon e-commerce, quoi, globalement. Clairement. Ok, très intéressant. Donc on arrive, si on revient un peu sur le cheminement, donc on arrive à septembre, on fait 200 000 euros de dépenses sur le mois. C'est 200 000 au global sur Meta, ou c'est au global ouais. C'est 200 000 sur Meta. Ok. Donc gros spend avec toute la structure là dont on a parlé, les tests qui sont en cours. Donc là, on est à 1 mois et demi après la fin de ce mois-là. La question, c'est quoi la suite, tu vois ? Est-ce que déjà il y a un nouveau plafond qui se dessine ? Si oui, à ton sens, il est à cause de, enfin, c'est quoi la cause, tu vois ? Comment tu fais pour aller passer à 250, 300 ? Est-ce que tu peux passer à 250, 300, ou est-ce que en fait tu as épuisé le marché ? Et si tu restes à 200, en gros, c'est quoi, tu vois, les actions que tu mets en place pour maintenir le spend ? Parce que ça, c'est une problématique qui se pose pour beaucoup d'annonceurs, c'est de dire, bon bah ok, j'ai réussi à atteindre 50 000, 100 000 euros de dépenses par mois, mais en fait, c'est pas du revenu passif, quoi. C'est pas genre, ciao, je laisse mon compte tourner et moi je me tourne les pouces. Donc, ça fait beaucoup de questions en une, mais je suis curieux de savoir un peu, une fois que tu as passé ce step, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, une fois que tu as passé ce step, tu te rends compte qu'il y a un nouveau plafond qui se dessine. Comme quoi, sur Meta, rien n'est jamais acquis, et tu vois, les dés en fait sont jetés en permanence. Et l'idée, c'est de se renouveler tout le temps. En fait, ça plafonne, mais ça plafonne entre guillemets au bon moment côté fil rouge, parce qu'on rentre dans une période où c'est Q4. Et donc, on rentre dans une période où en fait, tu es normalement censé avoir un calendrier marketing qui fait que tu as des offres qui sont déjà décidées, qui sont déjà planifiées sur cette période-là. Et du coup, tu as une nouvelle dynamique qui est d'aller conquérir tes nouveaux clients. Non plus, je dirais, via tes arguments produits, ton storytelling de marque, etc., mais plus via de l'offre. Ok, intéressant. Donc, et tu le vois d'ailleurs, en tout cas de notre côté, sur les 4-5 derniers batchs qu'on a testés, on n'a pas renouvelé la partie angle, on n'a pas réinventé la roue, tu vois. Mais ce qui fonctionne le mieux et qui génère le plus de chiffres à court terme, c'est la partie offre. Et donc, les gens sont peut-être plus sensibles à de l'offre à cette période de l'année, ce qui est assez logique finalement. Donc, on plafonne, mais l'idée, c'est de lever ce plafond-là avec tout ce qui est mis en place pour la stratégie Black Friday, Cyber Monday, Noël, etc. Ensuite, vas-y. Non, vas-y. J'ai des questions, mais je les garde, vas-y. Ensuite, on arrive à un moment où on se rend compte qu'à un certain niveau de spend, chaque détail compte, tu vois.
Et typiquement, là où avant on était sur comment est-ce qu'on diversifie les concepts, comment est-ce qu'on diversifie les angles, là on est sur une autre dynamique qui est pas comment est-ce qu'on diversifie les concepts, mais comment est-ce qu'on diversifie les visuels. Et donc c'est complètement différent, parce qu'en fait les concepts, quand t'arrives à 200 000 euros de spend par mois, j'imagine que tu as testé beaucoup de concepts, et donc tu as fait le tour des concepts. Mais du coup, l'idée, c'est de comment visuellement modifier la manière dont tu véhicules ton message sur Meta pour que ça fatigue moins ton audience. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Ouais, mais ouais, non, c'est très clair. Une question qui me vient en même temps, pour qu'on ait des ordres de grandeur. Tu testes à peu près combien de créas par mois, là, ou en tout cas, par exemple, le mois de septembre, c'était combien de créas? le mois de septembre, c'était peut-être 400 créas, je pense, à Ouais, peu quand même, près. ok. Oui, Ouais. donc en soi, t'as déjà épuisé une bonne partie des arguments marketing que tu peux tester, quoi. C'est ça. Après, il y a aussi des nouveaux produits qui vont arriver, des choses comme ça. Donc, ça va te Hmm. permettre aussi de diversifier les messages que tu vas pouvoir mettre en avant sur Meta. Mais du coup, il y a un sujet de visuel et de comment tu diversifies vraiment la DA entre guillemets et le côté visuel de tes publicités. Donc c'est présenter la même chose, mais différemment. Exactement, c'est Ok. présenter la même chose mais Et, différemment. et Et ça, c'est quoi? C'est genre changer juste la couleur d'un fond, c'est changer l'accroche d'une vidéo, c'est changer la créatrice UGC qui dit le même script, c'est quoi un peu le... Et ben, je dirais que c'est les trois en même temps. Ok. C'est les trois en même temps parce que typiquement sur la partie UGC, en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que on était très focus sur une certaine catégorie entre guillemets de créatrices, Hmm. tu vois, un peu plus jeune, etc. Et là, on commence un peu à diversifier les profils, à aller chercher des créatrices qui sont peut-être un peu plus seniors et qui vont te permettre d'aller chercher une audience qui est un peu plus senior sur la plateforme, Hmm. par exemple. Intéressant. Donc Et ça, elles, c'est... tu leur fais dire exactement le même script que sur des UGC précédemment qui ont fonctionné ou... Alors non, non, Ok. évidemment, non. Ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est quand même d'avoir une stratégie et d'être cohérent dans nos messages. Et donc, typiquement, tu vois, là où une jeune créatrice pouvait dire, bah, moi, mon but, c'est de pas avoir de ride à 50 ans. Bah, la créatrice senior, elle va plutôt dire, à 50 ans, j'ai pas de ride, tu vois. Donc, Hmm. Ok. l'idée, c'est Je vois. d'assurer un peu de cohérence, quoi. Oui. Mais du coup, donc on a un gros travail de visuel. Ensuite, il y a un travail de copywriting parce que, en fait, je pense on le dit pas assez, mais l'impact des mots que tu peux mettre sur une publicité, mais même un statique, c'est hyper important. Et sur une même créa, un même concept, si ta tagline, elle est différente et amenée de la même manière, alors que les visuels sont identiques, en fait, ça a pas du tout le même impact et c'est pas les mêmes stats, quoi. Hmm. Ok, intéressant. Et donc, il y a un travail de copywriting qu'on est en train de faire. Et ensuite, l'idée, c'est de maintenir en fait un niveau de production qui est en corrélation avec ton spend. Et, Ok. euh, et typiquement, si on maintient ce niveau de spend, l'idée, c'est de maintenir ce volume de production créative. Et si évidemment on redescend, l'idée, c'est de redescendre d'un point de vue volume de production, quoi. Ok. C'est intéressant. Donc en fait, pour maintenir le niveau au-delà de Q4, qui est une période avec pas mal de temps forts commerciaux, donc c'est en gros, de maintenir la pression en production créa. C'est ça le point numéro un, quoi. Bah, je pense que oui. Je pense qu'il y a un vrai sujet de production créative. Je pense qu'il faut en être conscient, hein. Quand tu veux Ouais. dépenser 200 000 euros sur Meta, il y a un vrai travail de prod et d'investissement de temps, de ressources, etc. sur la partie créa qui est quand même hyper intense, quoi. Il faut du volume, quoi. Et de la Ah qualité. oui. Ouais, il faut du Ouais. volume et de la qualité, ouais. Ok. Et alors, une question qui me vient, mais on en avait parlé avec Baptiste de Pimpan, qui était que j'ai reçu dans ce podcast, qui était dans le premier épisode, je crois. Et lui qui avait un avis assez tranché sur comment faire de la croissance avec un e-commerce, et notamment, donc pas que à travers les ads, mais entre autres. Et moi, je lui avais posé la question de est-ce que tu penses que tu peux scaler un e-commerce uniquement avec du fil rouge? Et lui me disait non.
il était assez convaincu de ça, et il disait qu'en fait, pour lui, c'était en fait, tu devais, au bout d'un moment, tu avais atteint ton plafond sur le fil rouge, donc tu pouvais pas dépenser plus de X euros en acquisition, et tu étais obligé d'aller rythmer en fait ton acquisition avec des temps forts, donc par exemple en Q4, mais même hors Q4, donc typiquement, si on regarde des périodes un peu plus creuses comme janvier, février, etc. Et donc créer un peu des momentum. T'es de cet avis aussi? Alors, moi, j'ai tendance à dire que je pense que tu peux complètement scale avec du fil rouge. Par contre, en fait, je pense qu'il faut aussi vivre avec la période dans laquelle tu es. Hmm. Typiquement, si tu es sur une période, là Q4 en l'occurrence, si tu fais que des fils rouges et que tu as tous tes concurrents qui envoient de la promo sur Meta, ça va être compliqué si tu ne te positionnes pas, ça va être compliqué. Donc je pense Ok. que sur des temps forts en particulier, à mon sens, c'est compliqué de se positionner si tu fais pas de promo. Là, en l'occurrence, sur cette marque, on n'avait jamais fait de promo Hmm. avant cette période. Donc, on avait Ouais. réussi à... Et d'ailleurs, le mois le plus creux, normalement, dans le e-commerce, c'était le mois d'août. Et ça a été l'un de nos top mois ever sur cette marque. Ouais. Sans promo et sans rien du tout. Donc c'est pas obligatoire à ton sens de passer par la promo pour scaler. Je pense que c'est pas obligatoire, ouais. Pas sur Ok. Meta, tu vois. Je pense que C'est ça intéressant. l'est. Je pense que ça l'est quand tu vois, tu as envie d'avoir une stratégie d'acquisition, donc méta, et à côté de ça, t'alimentes ta base client, ta base de prospects via de l'emailing, et eux, faut les nourrir, tu vois. Et Ouais. typiquement, si tu veux assurer ton taux de réachat tous les mois, bah, c'est bien d'avoir un calendrier marketing qui soutient un peu tout ça. Hmm. Mais sur méta, à mon sens, c'est pas obligatoire. C'est pas une Intéressant. condition. Je fais un parallèle avec une marque dont je parlais pas mal. Alors, on n'a pas encore parlé sur le podcast, mais peut-être qu'on fera un épisode dédié qui s'appelle The Smileyst, qu'on accompagne aussi. Et on avait craqué justement l'acquisition. Alors, c'est pas les mêmes volumes, on était monté à 45 ou 50 000 de spend, alors qu'ils dépensaient plutôt 5, 10 ou 12 max. Et en effet, du coup, ce qui avait craqué l'acquisition, entre autres, c'est une créa qu'on avait faite qui était sur du storytelling. Mais il n'y a pas du tout de promo. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est pas forcément obligatoire, même si c'est un petit plus parce que la promo, bah forcément, ça fait un peu plus cliquer les gens. Euh, Ma question maintenant, c'est comment et après je pense on aura fait le tour, ça fait déjà plus d'une heure qu'on échange sur ce compte. Euh, Là, tu es à 200 000 euros par mois, donc ce qui fait en gros entre 350 et 400 000 euros de CA, grosso modo, en variation en fonction des mois, j'imagine. Euh, Comment tu fais pour demain passer à 500, 700, 800, 1 million d'euros de CA par mois? Comment tu fais pour passer un step? Est-ce que ça se passe sur Meta? Est-ce qu'il faut diversifier, il faut ouvrir d'autres régies? Est-ce qu'il faut multiplier les marchés? Il faut aller à l'international? C'est quoi un peu, toi, comment tu vois le truc, là, si tu devais te projeter pour te dire, bon, bah, la next step pour aller chercher, je sais pas, le million par mois, tu vois? Plus Alors, N, hein, moi, chiffre d'affaires. Donc, ouais, je pense qu'il y a plusieurs points en l'occurrence. Là, dans le cas de cette marque-là, il y a un sujet d'internationalisation, donc ouais, diversification des marchés. Donc là, actuellement, on est sur la France, la Belgique et la Suisse FR. ok. Et l'idée, c'est d'aller chercher d'autres marchés, et en l'occurrence, la Suisse allemande, où on Mm, le sait, il y a clairement un pouvoir d'achat qui est hyper intéressant, l'Allemagne et après les US. ok. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait là-dessus. Après, il y a un sujet d'amplifier les canaux existants. Donc, typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'on dépense beaucoup sur Meta, à moindre mesure clairement sur Google, mais il y a quand même du potentiel. Et l'idée, c'est peut-être dans les prochains mois de revoir un peu l'allocation budgétaire pour laisser un peu plus de place à Google, et pourquoi pas ouvrir d'autres canaux. On avait déjà testé en fait d'ouvrir TikTok, Mm, mais ça avait pas du tout marché. Je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on voulait aller très vite, et donc on a ouvert TikTok en reprenant un peu les best performeurs de Meta, et on les a mis sur TikTok. Sauf que en fait, c'est une régie à part entière, une plateforme à part entière,
Et l'idée, c'est quand même d'avoir des choses qui correspondent complètement à la plateforme. Donc, je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on va travailler. Ensuite, il y a des nouveaux produits qui vont arriver. Et pour le coup, des produits qui vont nous permettre d'aller chercher une cible beaucoup plus jeune. Ok. Donc, avec des nouveaux messages. Donc, sur Meta, ça va clairement nous permettre de diversifier aussi la manière dont on communique. Et d'aller adresser une cible complètement différente avec des codes différents. Et il y a tout un travail de micro-optimisation qu'on n'a pas fait jusque-là parce que on était entre guillemets focus, tu vois, sur la vision globale. Mais typiquement sur les landing pages, c'était produit par le client, mais on n'a jamais fait d'A/B test dessus pour pouvoir les améliorer, itérer, améliorer leur taux de conversion, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on n'a pas encore faites. Côté whitelisting, c'est pareil, on a testé 2-3 médias, mais on n'a pas testé d'influence, par exemple, etc. Donc il y a encore plein de choses qu'on n'a pas encore testé. Et le dernier point, c'est le diagnostic. En fait, à date, sur le diagnostic, on a très peu dépensé. On a une stratégie qui est très classique. En fait, l'idée, c'est de générer, tu vois, des mails, des leads qui sont derrière convertis par un flow mail qui est dédié. Mais on voit qu'en fait, ça fonctionne. On voit que ça convertit. On voit que le panier moyen est très intéressant sur le diagnostic. Par contre, on a aussi un taux de conversion qui est encore un petit peu bas. On a des créas qui sont intéressantes, mais sur lesquelles on va pouvoir travailler pour améliorer les différentes métriques. Donc, bref, en tout cas, il y a une autoroute, quoi, un boulevard. Ouais, clairement. Ok. Écoute, super clair. C'était très très riche. On a couvert beaucoup de points. J'ai quelques petites questions finales à te poser. Et ensuite, je pense qu'on pourra clôturer l'épisode. Qu'est-ce que tu conseillerais à une marque qui dépense déjà sur Meta et qui veut atteindre ce niveau de spend ou plus? C'est quoi, si tu avais un conseil, tu vois, à donner à cette marque-là, ce serait quoi? Je sais pas si je vais faire différemment de ce qu'ont dit les autres, mais je dirais ne jamais s'arrêter de tester. Ok. Parce que c'est vraiment ce qui peut changer la donne sur Meta. Et après, je sais que c'est compliqué au départ, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de pas se limiter aux métriques de la plateforme, tu vois. Parce que tu peux très bien avoir un produit qui est pas du tout intéressant à court terme et qui te génère, qui a des ROAS qui sont très faibles, etc., et des CPA qui sont un petit peu élevés. Mais par exemple, si tu regardes sur 3 mois ta LTV, bah, elle est peut-être plus intéressante sur ce produit-là qui est moins intéressant à court terme que sur un produit, tu vois. Donc il y a un vrai sujet de avoir une vision consolidée plutôt qu'une vision qui s'arrête uniquement à la plateforme. Ok. Et pour la partie testing, très intéressant. Je précise pour les personnes qui nous écoutent qu'il y a un épisode qui normalement va sortir avant celui-là. Donc au moment où cet épisode sortira, il sera déjà publié avec Nielsen, notre head of creative et le boss de la creative stratégie, et du coup qui détaille un peu justement sa méthode de testing, de réflexion, d'itération, etc. Donc ça vous donnera des pistes si vous voulez l'écouter, bien évidemment. Ok, et est-ce que tu as des outils, des plateformes à recommander à nos auditeurs, des outils tu vois, que tu utilises au quotidien qui peuvent faciliter un peu la vie des gens qui font la pub sur Meta ou autre d'ailleurs? Alors franchement, j'ai pas tant d'outils que ça. Moi, j'utilise beaucoup Foreplay pour la partie créa. Et petit tips que Nielsen m'a appris qui est très cool, c'est si tu veux avoir vraiment de l'inspi sur des top marques DTC, tu peux aller taper dans Google top marques DTC, tu vois, et aller chercher derrière ce qu'elles font via Foreplay. Et en vrai, ça sauve pas mal, je trouve, c'est pas mal comme fonctionnement. Après, moi, j'utilise beaucoup le back-off de Shopify, un peu comme toi, tu vois, les courbes, je trouve ça hyper parlant et ça permet d'avoir tout de suite une vision plus claire de comment tourne ton business. Et sinon, je pense d'outils plutôt internes qu'on utilise et qui me servent beaucoup, moi, c'est Data Studio. Je pense que toutes les marques n'ont pas ça, mais nous, on a un Data Studio en interne qui est hyper riche et typiquement, tu vois, sur
des comptes qui spamment beaucoup et qui font beaucoup de testing, bah, t'as une espèce de creative map qui te permet de redescendre dans les niveaux et de savoir, par exemple, quelle publicité a le mieux performé, quel angle performe le mieux, ou alors sur quel angle tu dépenses le plus et est-ce que cet angle est rentable, etc., etc. Et du coup, ça nous aide beaucoup au quotidien, quoi. Ouais, notre équipe performance et avec l'aide de la personne qui a construit le data studio avec nous, enfin un gros taf dessus. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir filtrer. Donc on a une nomenclature qui est très très précise sur les créas et dans les pubs, et ce qui nous permet ensuite de redescendre, comme disait Mélissa, au niveau angle, au niveau concept, au niveau format, et d'avoir des analyses groupées sans avoir à regarder dans le compte, surtout quand on a des centaines de ads qui tournent en parallèle, c'est quand même assez compliqué. Ce qui est un peu l'équivalent de ce que peut faire un motion globalement, avec beaucoup de fonctionnalités bien évidemment, mais d'agréger un peu ces données pour avoir une lecture plus fine. Est-ce que tu as des ressources, podcasts, livres, newsletters, formations, des profils à suivre pour les personnes qui nous écoutent? Alors, je sais pas si je vais innover. Moi, j'écoute beaucoup le panier, perso. Ouais. Pas tant pour les stratégies méta, etc., social ads, mais plus parce que vision des marques, il y a eu plein de fois où j'ai écouté, tu vois, un podcast et je me suis dit, ça pourrait être intéressant comme levier à activer pour la marque que j'accompagne. Et du coup, ça me permet en fait d'alimenter mes réflexions souvent, donc voilà. Et après, moi, je suis beaucoup Dara Dene, qui fait pas mal de contenu, notamment sur YouTube, sur la partie créative stratégie. Ouais. Et ça, pareil, c'est très bien quand tu veux avoir une dimension US de la partie créa. Et après, le podcast dans lequel on tourne actuellement, que moi j'écoute beaucoup, que j'écoute pas mal aussi, mais voilà, j'innove pas trop, mais ça permet déjà d'avoir tu vois, des pistes et des idées quoi. J'en rajoute une, puisque je me rends compte qu'en fait, je fais ce qui est paradoxal, mais mon métier, c'est quand même de faire de la pub pour des marques e-commerce. Et en fait, 90% des épisodes de ce podcast, je parle de tout sauf de ça. Donc, du coup, j'ai rarement l'occasion, moi, de parler de mon projet, parce que je ferai un épisode dédié. La chaîne YouTube de Motion est très très cool aussi. Je sais pas si tu as déjà vu, mais ils font des petites vidéos. Je crois que Dara Dene, qui maintenant est devenu en gros la brand ambassadeur officielle, fait des vidéos, et souvent ils ont des invités assez quali ou connus dans le monde des ads aux US, et ils font par exemple les top 12 hooks des créas, ou alors ils analysent en gros la creative stratégie d'une marque sur des choses. C'est vraiment cool, c'est pas très très connu, mais si vous cherchez en gros de l'inspiration US, notamment créative, c'est un bon endroit où aller. Et dernière question, Mélissa, pour toi, où est-ce que on peut te retrouver? Sur LinkedIn. Quand je m'y mets. Quand je m'y mets et quand je me dis que faut que je publie, quoi. Quand tu m'envoies un petit message. Pour relire ton post. C'est clair. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Mélissa. C'était vraiment cool. L'épisode a duré, je crois que ça fait 1h15 qu'on enregistre, donc j'ai pas vu le temps passer. C'est signe qu'on est allé vraiment dans le détail. Franchement, on a vu plein de trucs. Je pense que c'était suffisamment complet pour qu'on survole les différentes étapes par lesquelles tu es passé sur la création le lancement du compte jusqu'à le scaling et la phase de plafond par lesquelles tu es passé, mais aussi suffisamment précis pour qu'on aille justement dans les détails des structures de campagne, etc. Donc je pense que les personnes qui nous écoutent seront ravis du contenu. Très cool. Grand merci encore pour cet échange. Et puis, je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour le Q4. Bon courage pour les prochains mois avec ce client-là. Et puis, on se revoit peut-être dans plusieurs mois pour célébrer les 400-500 000 euros par mois sur le compte. Qui sait? Yes. Ouais. Merci beaucoup pour ton invite, en tout cas. Avec plaisir. À très vite, Mélissa. Ciao. Allez, salut. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.